Oui, c'est ça. Vous habitez dans quel quartier? Moi, j'habite en bas. Ah oui. La rue Étienne. D'accord. Ah oui, vous êtes là au conservatoire. Vous avez eu l'info sur les flyers? Sur le flyer, oui, sur le centre-ville, la rue organisée par le département. On va d'ailleurs l'appeler le pavillon Le Cœur, du nom du président Le Cœur, parmi nous, c'est lui qui inaugure ce pavillon. Et puis, pour ceux qui connaissent les vignes, le plus extraordinaire de nos vignes, c'est que ce sont les seules vignes du monde d'où l'on voit la Tour Eiffel. Et alors, quand on me demande si ce vin est extraordinaire, oui, il est extraordinaire, puisque de nos vignes, on voit la Tour Eiffel. Oui, mais je vous demande si, oui, non, mais je vous dis, il est extraordinaire ce vin, car de nos vignes, on voit la Tour Eiffel. Voilà. Non, mais je cesse de parler devant les éminents conférenciers qui vont se présenter devant vous. Et ce soir, c'est l'ouverture de nos fêtes des vendanges, avec des manifestations dans toute la ville, des concerts, et puis surtout dimanche, si vous avez l'occasion de venir, dimanche matin, c'est la fête de notre confrérie, avec les intronisations. Cette fête sera cette année parrainée justement par le président Le Cœur et avec de nombreux nouveaux chevaliers. Et il y aura une dégustation de vin et la météo est excellente. Excellente, c'est pour ça qu'on se demande si on avait besoin de cette tente. Mais oui, on en a besoin parce que voilà, c'est quand même un endroit magnifique. Voilà, merci monsieur le maire, merci monsieur deuxième adjoint en mairie, merci, enfin, voilà, merci aux gens de la mairie qui sont là. Et je vous laisse bien sûr vous présenter, parce que je ne sais pas quel est l'ordre de la conférence. Alors bonsoir, merci d'être là ce soir parmi nous et dans ce très bel endroit, dans cet écrin qui se nomme le Clos du Pas Saint-Maurice, qui est donc, comme vous l'avez dit, une vigne qui a vue sur la Tour Eiffel. Mais moi, je dirais plutôt que c'est une vigne sur laquelle veille la Tour Eiffel. Et c'est une chance aussi, mais il ne faut pas non plus qu'elle lui fasse de l'ombre, parce qu'elle peut avoir sa véritable place. En dehors d'avoir une vue sur la Tour Eiffel, elle peut aussi produire un très bon vin, j'en suis convaincue. Nous avons la chance ce soir d'accueillir l'Académie d'agriculture qui a découvert de magnifiques ouvrages qui sont des vélins qui ont été peints par Redouté. Et ce soir, ils vont vous raconter l'histoire de ces vélins, leur importance pour le monde du vin et surtout aussi leur qualité artistique. Donc pour cela, nous avons la chance d'avoir à nos côtés Catherine de Bourgoin, qui est ici, qui est présidente du musée de la vie romantique, monsieur André Fougeroux, qui est membre de l'Académie d'agriculture et qui est responsable du fonds de collection de l'Académie et qui a retrouvé les vélins, on peut dire ça André, hein, voilà, c'est toi qui les as trouvés, un peu comme Indiana Jones. Je sais pas si tu as un chapeau, mais en tout cas tu les as trouvés. Et enfin, monsieur Constant Lecoeur, qui est donc secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture et qui veille sur l'ensemble de ses administrés et de ses trésors. Voilà, c'est intéressant. Je remercie la ville de Suresnes de nous avoir accueillis, d'avoir accompagné ce beau projet, d'avoir compris qu'il pouvait y avoir un pont possible entre la vigne et la culture. Parce que la vigne, ce n'est pas que le vin, ce n'est pas que la consommation du vin, c'est aussi un élément qui est lié à l'homme. Et par cette exposition, on veut vous faire comprendre que la vigne et le vin, la vigne et l'homme, pardon, sont intimement liés et depuis longtemps. Et c'est pour cela que c'est un vrai produit culturel en France. Et c'est ce qui en fait sa richesse et sa renommée internationale.
Donc je vais commencer par une petite introduction rapide à l'exposition. Ensuite, je céderai la parole à Catherine et André. Dans ce sens-là. Alors André et Catherine. Et puis ensuite, Monsieur Lecoeur fera une conclusion. Et si vous avez quelques questions, nous aurons plaisir à y répondre. Voilà. Donc, bienvenue à la vigne. Au commencement, Vitis vinifera était une liane que l'homme a domestiquée pour en récolter les fruits. S'ensuivit une histoire d'amour dont les liens se prolongent et s'étendent jusqu'à nous dans notre paysage géographique, notre histoire, notre culture et l'économie de notre pays. Ce soir, le promeneur lambda pourrait croire entrer dans un jardin, vestige d'un passé glorieux, sorte de relique de l'histoire du vin en Île-de-France, qui entretient le folklore. Mais pas du tout. En franchissant les portes du clos du Pas Saint-Maurice, vous actez votre intérêt pour la culture, le partage des connaissances qui nourrit l'esprit et le cœur et qui fait de vous des homo sapiens sapiens. Je vous propose même plus. Vous n'allez pas rester spectateur de l'histoire, vous allez en devenir ses acteurs. Car après avoir entendu l'aventure des raisins de Redouté, vous aurez envie de la partager. Vous aurez envie de faire savoir à vos proches que rien ne se perd réellement et que tout se transforme. À commencer par ce clos qui est ouvert pour vous ce soir, le clos du Pas Saint-Maurice. Ceci n'est pas un vestige, c'est un trésor qui sommeille. Au XXe siècle, après un passé glorieux et pour diverses raisons, les maladies de la vigne, l'urbanisation, les modes de consommation, la vigne en Île-de-France a presque disparu. Quand, en 1926, M. Henri Sellier, maire de la commune, achète cette parcelle sur les pentes du Mont Valérien, souhaitant mettre en valeur le passé viticole de sa ville, il n'imaginait peut-être pas créer cet espace unique. Une parcelle d'1 hectare, en milieu périurbain, ceint par des murs, avec, cerise sur le gâteau, une vue sur la Tour Eiffel. Sur Paris, pardon. La singularité de ce lieu résonne jusque dans les couloirs de l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, qui attribue en 2019 une indication géographique protégée spécifique Coteaux-de-Suresnes et Mont-Valérien. Un sol argilo-calcaire, propice à la culture de la vigne, du chardonnay, roi des cépages blancs par excellence, un chai de vinification par gravité, techniquement, cette vigne a tout du monde. Le réchauffement climatique a ici quelques avantages. Outre le fait d'être en tenue presque estivale fin septembre, il favorise le retour de la vigne, de la culture de la vigne en Île-de-France, la production d'une qualité constante et d'une identité gustative. Avec l'impulsion de l'IGP, donc l'indication géographique protégée, l'installation de nombreux projets viticoles a vu le jour en Île-de-France et la production et l'intérêt pour ces vins augmentent. Le clos du Pas Saint-Maurice entre donc dans une nouvelle ère avec tous les atouts pour en devenir un acteur majeur. Et vous faites à présent partie de cette aventure. Vitis vinifera n'en a pas fini avec Suresnes. Ne dit-on pas d'ailleurs, si vous nous permettez, monsieur le maire, nul ne vient à la vigne de Suresnes, qui souvent y reviennent. Et c'est sans doute une de ces lianes qui a chatouillé le ministre Chaptal, qui est à l'origine de la collection Redoutée. Ce dernier, en voulant mettre un peu d'ordre dans les cépages français, et par là même améliorer la production du vin, a commandé la réalisation de ces magnifiques vélins qui vous seront présentés ce soir. Trésor endormi pendant 200 ans dans les caves de l'Académie d'agriculture. Ils ont attendu de revoir la lumière du jour pour faire briller la précision et la beauté de leur réalisation, mais aussi de faire connaître leur message, celui de la richesse des cépages de notre viticulture. La vigne et la culture, une culture mise en partage, voilà un beau programme. Je donne la parole à nos experts, Catherine de Bourgoin et André Fougeot, et je vous souhaite un beau voyage. Donc je vais vous raconter une petite histoire de raisin entre Chaptal, Monsieur Bosc et Monsieur Redouté. Voilà, 3 personnages qui ont été tout à fait clés dans cette aventure. Alors, comme l'a dit Marion, en fait, ce sont des vélins qui ont été commandés par Chaptal. Donc Chaptal, juste pour vous rappeler, c'est c'est fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. Et Chaptal était ministre de l'Intérieur du consul Bonaparte. Sachant que le ministère de l'Intérieur à l'époque, c'était pas le ministère de l'Intérieur qu'on connaît aujourd'hui,
C'était un ministère qui s'occupait de commerce, d'agriculture, d'industrie, des musées, des hôpitaux, etc. Enfin, c'était un ministère très très important. Et malgré ça, ce Chaptal, qui était originaire de la région de Montpellier, en fait avait toujours travaillé enfin, s'est toujours intéressé à la viticulture. Et il avait, alors j'ai demandé si quelqu'un peut me passer les diapos, il a commandé en fait donc en 1801, il est nommé ministre de l'Intérieur de Bonaparte. Merci Sophie. Alors, il avait une obsession, c'est qu'il voulait faire de la France le pays leader au niveau mondial à l'époque. Et donc, en fait, il avait dit, je ne comprends pas que la France ne tienne pas ce rang parmi les nations, parce qu'elle a tout, le climat, le sol, les compétences, et donc, il voulait faire de la France le premier pays du monde. Pas que pour le vin, pour tout, je crois. Hein. Oui, c'était son obsession. Voilà. Et en fait, la viticulture, qui faisait partie de ses gènes, puisqu'il était originaire de cette région du Languedoc, occupait à l'époque 10% de la population. Et en 1770, donc Louis XV avait donné la liberté de plantation des vignes. Donc il se plantait des vignes dans tous les coins. Et donc, comme il dit, une fureur de défrichement qui donna un nouvel élan aux grosses races de vin, c'est-à-dire des trucs qui produisent du vin, mais pas du vin de qualité. Voilà. Et ça tracassait Chaptal. Chaptal avait déjà compris que le commerce du vin, au niveau international, allait être très très important. Et ce qu'il constatait, c'est qu'on avait un avilissement général des vins en France, des vins de mauvaise qualité, qu'il appelle des piquettes pour la soif, en fait. Et donc, il savait que déjà les autres pays d'Europe se lançaient dans la production de vins de qualité. Avec, vous voyez ici, Côme III de Médicis en 1716, qui avait commencé le Chianti, à identifier le Chianti, le Tokay en Hongrie, et puis le marquis de Pombal, qui en 1756 avait lancé déjà la viticulture dans la vallée du Douro. Donc il savait que voilà, il allait y avoir un enjeu international sur le commerce des vins et spiritueux. Et donc ça le tracassait. Et donc, encore une fois, il voulait que la France soit... voilà. Alors, il voulait faire de la France, du vignoble français un vignoble de qualité. Alors, le vignoble français, encore je répète un petit peu ce que j'ai déjà dit, mais était en fait de très mauvaise qualité globalement. Et donc, il y avait déjà un certain nombre de gens, notamment l'abbé Rosier, qui avait dit il faut mettre de l'ordre en fait dans toute cette pagaille de cépages qu'on cultive et de l'ordre parmi tous les raisins cultivés dans le royaume. Du pré de Saint-Maur aussi à la même époque, faire cesser l'incertitude qui règne encore dans la nomenclature, parce que tout le monde il y avait le gamay de tel village, le gamay de tel autre village, on ne savait pas si c'était tout du gamay, enfin, il y avait un chaos synonymique, comme il disait à l'époque. Et donc, Chaptal a pris une décision, il a dit j'ai l'intention de réunir dans la pépinière du Luxembourg, donc jardin du Luxembourg, qu'on voit peut-être d'ici, à peu près, toutes les espèces et variétés de vignes qui pourront s'y acclimater afin de reconnaître les variétés qu'il serait préférable de propager et de débrouiller dans cette partie la synonymie qui est en général mal connue, c'est-à-dire mettre un peu d'ordre dans toute cette nomenclature des cépages. Alors, voilà, là vous avez deux images de cette collection du Luxembourg. Alors, on la voit pas très bien ici sur le... Donc ça, c'est le jardin du Luxembourg en 1850, pardon. Et vous voyez ici la pépinière qui est ici, voilà, dans ce triangle. Et là, vous voyez l'hôpital du Val-de-Grâce, pour ceux qui connaissent, et vous avez la pépinière qui est devant. Donc c'est deux estampes qu'on a retrouvées au musée Carnaval. Donc, Chaptal fait venir, il était responsable de tous les départements de France. Donc il fait venir de tous les départements français des cépages, il demande à tous les préfets, envoyez-moi les cépages que vous cultivez dans votre région, et on va essayer de mettre un peu d'ordre dans toute cette pagaille. Voilà. Donc, tout ça prend du temps, bien évidemment,
Et lorsque Napoléon devient empereur, Chaptal démissionne. Je crois qu'il n'était pas trop d'accord. Il est remplacé par Nompère de Champagny, qui est nouveau ministre de l'Intérieur, qui lui va nommer ce monsieur, qui est monsieur Bosc, inspecteur des pépinières. Et il lui dit: Monsieur Bosc, s'il vous plaît, mettez-nous de l'ordre dans les cépages qui sont utilisés en France. Alors, ce pauvre Augustin Bosc, malheureusement, c'est une tâche qui est trop lourde pour les épaules d'un seul homme, et il aura beaucoup de mal à faire cette classification. Mais il aura essayé, et il a ouvert une voie. Donc voilà, malgré son échec de classification, il a quand même ouvert la voie de la classification des raisins. La suite. Voilà. Et donc, Bosc aussi demande aux peintres de l'époque, aux peintres naturalistes, bon, l'appareil photo n'existait pas, donc demande aux peintres de peindre les cépages qui sont dans la collection du Luxembourg, du jardin du Luxembourg. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur cette collection du Luxembourg, parce que faire venir des cépages qui venaient du sud de la France, voire même de la plaine du Pô, puisque la plaine du Pô était française à l'époque, ça pose des questions sur le plan du comportement de ces variétés de raisins, bien évidemment. Et Chaptal a tranché ça tout de suite. Il a dit: non, mais les peintres, ils sont à Paris, les spécialistes sont à Paris, donc on fait venir tous les raisins à Paris. Voilà. Donc ça a été une décision discutable maintenant avec le recul. Toute la collection qui a été initiée à cette époque-là a disparu depuis. Enfin, il reste quelques cépages. Si vous allez au jardin du Luxembourg, vous en verrez encore quelques-uns. Mais toute la collection a disparu, elle a été transférée à côté de Montpellier. On a une collection nationale qui est la plus belle collection, je pense, au monde de cépages de raisins. Et donc la France peut s'enorgueillir de ce travail un peu prémonitoire de Chaptal, de cette demande de Chaptal et ce travail de Bosc. Et donc il a fait intervenir différents peintres. Alors Catherine en parlera beaucoup mieux que moi. Et donc notamment Pierre-Joseph Redouté, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a peint les fleurs de la Malmaison à la demande de Joséphine de Beauharnais. Et donc c'est ce qui est très célèbre de la part de Redouté, c'est les peintures de rose et de lys qu'il a faites à la Malmaison. Donc était le meilleur, je pense, pas trop, le meilleur peintre naturaliste à l'époque, je pense, en tout cas pour les végétaux. Et donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que donc on a retrouvé un peu par chance et par hasard cette collection de vélins qui dormait dans les caves de l'Académie. Il y a 83 vélins au total qui ont été peints. Et sur ces 83 vélins, je voulais juste vous signaler qu'il y en a 14 variétés qu'on ne connaît plus. Donc elles ont disparu, ou enfin bon, on ne sait pas où elles sont. En tout cas, elles ne sont plus dans les collections officielles. Et donc, juste pour vous dire que voilà, c'est assez important d'avoir ce témoignage du passé par rapport à ces... Alors, tout ça, ça a conduit à ce qu'on appelle l'ampélographie, c'est-à-dire la science de reconnaissance des différentes variétés de raisins d'après leur morphologie, c'est-à-dire la forme des feuilles, la forme des pétioles, la forme des grains, la couleur des grains, etc. Et donc c'est cette science de l'ampélographie que ce pauvre Bosc n'a pas réussi à finaliser, mais qui a été finalisée pratiquement un siècle plus tard. Voilà, et bien que trop complexe, Armand d'Armagnac reconnaîtra 60 ans plus tard que Bosc a ouvert cette voie de la reconnaissance des raisins. Alors cette collection du Luxembourg, elle a été supprimée par je ne sais plus, c'est un décret, par Charles X en 1829, et tous ces cépages ont été vendus à droite à gauche. Il y en a certains qui ont été installés à Brooklyn, à côté de New York. Il y en a certains qui sont partis en Australie. Et en fait, le Pontodard, en 1845, a réussi à faire ce que Bosc n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire à publier la première ampélographie française. Voilà. Aujourd'hui, cette collection, comme je vous l'ai dit, elle est au domaine de Vassal, dans le sud de la France, et c'est une des plus belles collections du monde. Voilà, donc l'œuvre ampélographique de Bosc était trop lourde pour les épaules d'un seul homme, et ce sont ces seules peintures qui survivront. Donc c'est les peintures que vous avez ici affichées
autour de vous qu'on a retrouvé donc à l'Académie. Et quand j'ai retrouvé ces peintures, ma première activité, ça a été de les faire scanner en haute définition avec la Bibliothèque nationale de France, de façon à ce que ce patrimoine extraordinaire soit préservé pour les générations futures. Voilà. Voilà. Et donc Charles Talavine, le nom ça ne s'invente pas, qui en dressa l'inventaire, il dit c'est une des plus précieuses traces de la magnifique poussée ampélographique qu'a connue la France entre la fin de l'Ancien Régime et le règne de Napoléon. Alors tout ça, ça a un intérêt maintenant, parce que vous entendez parler du réchauffement climatique, donc on se repose la question, quels sont les cépages qu'on va garder? Est-ce qu'il faut faire évoluer les terroirs? Est-ce qu'il faut faire évoluer les cépages? Et il faut aller repiocher dans toutes les collections que l'on a pour adapter les nouveaux cépages aux nouvelles conditions climatiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que les consommateurs, bien évidemment, ont des goûts qui changent. Et juste pour vous dire, actuellement, 80% des vins dans le monde sont faits à partir de 40 cépages seulement, alors qu'on en connaît 2800. Donc, on a vraiment une panoplie qui peut satisfaire à la fois les goûts des consommateurs et puis l'évolution du paysage climatique. Voilà, je crois que ça doit être... Alors, voilà, on en a fait un ouvrage de ces planches, grâce aux éditions Paulsen qui nous ont accompagnés, avec les contributions d'un certain nombre de spécialistes, dont Catherine de Bourgoin, à qui je passe la parole. Les premiers ouvrages de botanique sont gravés sur bois. Et ensuite, ils sont gravés sur métal, comme la technique qui est toujours utilisée. Alors, Pierre-Joseph Redouté, lui, va être... c'est un jeune homme qui arrive des Ardennes belges. La Belgique n'existe pas encore à l'époque, mais enfin, il arrive des Ardennes. On est avant la Révolution. On est à une époque où il y a une effervescence extraordinaire au Jardin du Roi. Le Jardin du Roi, c'est le fameux jardin des plantes, des apothicaires, qui avait été créé par le médecin du roi Salomon de Brosse au milieu du XVIIIe siècle. Et à l'époque de Redouté, ce jardin est dirigé par le célèbre Buffon. Alors, Redouté arrive donc dans ce jardin du roi. Il a une expérience en peinture puisqu'il est le fils d'un peintre qui faisait des décors dans des abbayes, des décors dans les hôtels particuliers. Il a donc un savoir-faire et tout de suite, il se fait remarquer par les savants et surtout par un certain Van Speyendonck qui est lui-même des Flandres, flamand, et qui est chargé de réaliser des peintures pour le roi, c'est-à-dire des peintures sur vélin qui représentent les collections toujours au Jardin du Roi. Alors qu'est-ce que c'est qu'une peinture sur vélin? À l'époque, on considère que le vélin, qui est une peau de veau mort-née, que l'on travaille, on la rend translucide, très lisse, on la prend la plus blanche possible, on considère que c'est le meilleur support pour la peinture botanique. Redouté va apprendre l'aquarelle avec Van Speyendonck, qui va apprendre à utiliser l'aquarelle parce que ça donne une translucidité, notamment au grain de raisin par exemple. Et c'est ça qu'il va apprendre tout de suite au Jardin du Roi. Et Van Speyendonck est un grand miniaturiste. Il fait des miniatures sur ivoire, il fait des miniatures sur vélin. Et donc c'est le meilleur professeur qu'on puisse imaginer à l'époque. Et il est quelqu'un de très important, il est à l'Académie. Et l'Académie, en général, n'accepte que des peintres qui font des grands tableaux et pas des peintres botaniques. Donc c'est quelqu'un de très important. Alors voilà le Jardin du Roi, c'est une reproduction qui est souvent montrée. Vous avez c'est assez amusant parce que vous avez ce bâtiment central où étaient les fameux vélins des collections du roi. Là vous avez la maison de Buffon et ce qu'on appelle la montagnette, une espèce de petite monticule qui est et actuellement vous avez une sortie du Jardin du Roi.
Et évidemment, ce jardin du roi va devenir le jardin des plantes en 1793, et tout ce qui est dedans on va se poser beaucoup la question. Quel va être le devenir de ce jardin au moment de la terreur? On va se demander si on garde les vélins royaux, on va se demander ce qu'on fait de tous ces savants. Et finalement, d'une part, la plupart de ces savants, ces botanistes qui travaillent là, ils sont assez pour le changement de régime, donc ils ne sont pas inquiétés. Et donc on va décider que ce jardin va s'appeler le jardin des plantes, va continuer à avoir un rôle éducatif. On peut y suivre des cours depuis le début du XVIIIe siècle sur la botanique, quel que soit son rang, son rang social. Il y a évidemment toutes les plates-bandes où arrivent les plantes qui sont récoltées par ces botanistes qui vont faire travailler Rebuté. Ils partent, la plupart d'entre eux partent sur des bateaux, ils vont en Amérique, ils vont en Afrique du Sud, ils vont en Asie, ils vont aux îles Canaries, et ils récoltent des plantes, ils partent avec des jardiniers, et leur souci c'est de rapporter ou des boutures ou aussi des herbiers. Donc les herbiers, ce sont des plantes que l'on fait sécher, et il faut que le dessinateur, s'il accompagne le botaniste sur le bateau, puisse les dessiner avec talent, et si c'est au retour du bateau, il faut qu'il les dessine très rapidement avant qu'elles ne soient complètement fripées, etc. Donc l'herbier, c'est un outil, encore maintenant, c'est un outil très important, et on peut consulter, les herbiers du muséum sont un trésor extraordinaire. Vous avez des grands placards, et vous avez l'herbier de Michaud qui a été en Amérique à cette époque-là, tous ces herbiers de ces grands savants qui sont partis récolter ces plantes. Alors Rebuté est tout jeune. Ça c'est le détail d'un tableau. Il est représenté avec d'autres artistes de l'époque, et assez vite il va être introduit dans le milieu des artistes, dans les milieux élégants. Il est quelqu'un de très gentil, de bien élevé, donc il se fait une vie sociale tout à fait, pas du tout l'artiste qui est perdu dans son atelier dans un grenier. Alors ça c'est pour vous montrer justement ce talent de Rebuté. Vous voyez la goutte d'eau, l'image vous montre mal, c'est donc peint sur vélin à l'aquarelle, et pour vous montrer aussi le travail du détail, tous les petites toiles, tout ce qui est autour de tous ces détails, évidemment tout le détail de la plante, que ce soit la graine, tout son système sexuel, toute la vie de la plante est représentée sur la même feuille. Alors, par exemple, Michel Alençon écrit les descriptions doivent être courtes et porter principalement sur les circonstances que le dessin ne peut exprimer. Donc, il va y avoir toujours un texte et le dessin. Il n'y a jamais de dessin sans explication. Voilà, on passe à la suivante. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de Rebuté, mais il va travailler avec les plus grands botanistes de l'époque. Et Augustin Pyrame de Candolle, qui est un Suisse d'origine, arrive jeune étudiant au Jardin des Plantes, parce que le Jardin des Plantes, le Jardin du Roi, était le plus important du monde. Il avait un concurrent, c'était Kew Gardens, à Londres, qui est le jardin du roi d'Angleterre, où régnait Banks, Joseph Banks, qui était parti en Australie. Et Rebuté aura d'ailleurs la chance de pouvoir aller en Angleterre emmené par un mécène. Mais donc ce jardin est extraordinaire, et il attire tous les étrangers. Et ce qui est intéressant, c'est que les étrangers échangent entre eux. Quand on trouve une plante et qu'on la nomme, on avertit ses pairs, que ce soit en Suède ou en Allemagne, enfin en Hollande ou ailleurs. Alors Rebuté a la chance de pouvoir partir en Angleterre, et il va apprendre pendant 3 mois une technique qui lui permet de faire des pointillés, une technique de gravure sur métal, où au lieu de faire un trait, il fait des petits points. Et ces petits points donnent un velouté à la plante. Et il apprend ça d'un Italien qui travaille pour le roi de l'époque, le roi anglais. Et évidemment, il va dire c'est un secret. Il en fait tout un mystère, mais c'est une technique qui était assez connue et qui était italienne.
Donc il a une technique d'aquarelle et une technique de graveur, ce qui est très important puisqu'il va participer à des livres. Et notamment le premier important, c'est un livre, l'histoire des plantes grasses. Donc 197 planches qui sont rédigées par ce fameux Candle et évidemment ces plantes grasses sont des plantes qui se gardent très très mal, donc il fallait vraiment avoir du talent pour leur donner de la vie sur le dessin. Alors voilà, André vous a déjà cité les volumes sur Malmaison, elle avait des collections du monde entier, l'histoire des arbres d'Amérique, les roses, enfin, il y en aurait des dizaines et des dizaines, c'était un bourreau de travail. Une double page d'une amaryllis que possédait l'impératrice, et elle en avait un bulbe énorme, et elle chérissait cette plante qui porte son nom. Alors ça, c'est juste l'exemple des vélins, les fameux vélins du roi. Ils ont tous la même taille. C'est une tradition qui a été continuée pendant très longtemps et qui a été reprise jusqu'en 2005. Chaque plante qui est représentée est encadrée d'un filet d'or. Et elle essaie toujours sur vélin, comme ces reproductions que vous avez autour de vous. Reconnu comme un savant, va certainement écrire les descriptions de chaque cépage. Et ensuite, le livre sera gravé. C'est ce qui n'a jamais été fait puisque tout a disparu. Mais il faut imaginer que ce livre se serait reproduit, vous le verriez dans des bibliothèques, et ça serait probablement coloré à la main, mais ça serait gravé. Et il y aurait évidemment un commentaire en face de chaque reproduction de raisin. Voilà. La suivante. Alors, je termine pour vous montrer que Redouté peut être un peintre. Il ne fait pas que des plantes et des roses et des livres. Il a absolument voulu être reconnu comme peintre à part entière et entrer à l'Académie, ce qu'il a fait après la Révolution. Et c'était surtout le roi Louis-Philippe. Il était un peu passé de mode et le pauvre avait du mal à vendre ses tableaux et ses aquarelles, bien qu'il ait beaucoup d'élèves, des jeunes filles de bonne famille, mais il avait du mal à finir ses fins de mois. Oui. Et heureusement, le roi Louis-Philippe, qui l'aimait bien, qui l'invitait souvent à déjeuner, lui a acheté des toiles qui sont maintenant évidemment dans les collections nationales, comme ce magnifique, alors toujours peint sur vélin. J'ai dit toile, mais en fait c'est un vélin de très grande taille. Sous la Révolution, ils avaient du mal à trouver des vélins de grande taille, et après la Révolution, ils arrivent à en trouver qui ont la taille plus grand qu'une feuille de papier. Et évidemment, c'est à l'aquarelle, et ça vous montre qu'il se prend au jeu. Il a adopté le raisin, alors qu'avant, il n'en avait jamais représenté dans ses tableaux ou ses aquarelles. Donc voilà, il se prend en jeu, il joue avec le velouté des pêches et avec le côté translucide du raisin. Et malheureusement, j'ai oublié aussi de dire que ce n'est pas exposé en permanence, ce genre de travail, parce que c'est très fragile avec la lumière. Donc c'est de même que ces vélins qui sont sous vos yeux sont entreposés à l'Académie, à l'ombre, à l'abri de la lumière, toutes ces œuvres sont toujours... on peut les voir, on peut les consulter, parce que c'est le rôle des conservateurs de la BN et du Muséum d'Histoire Naturelle d'accepter que si vous voulez les voir et que vous avez une raison, vous dites c'est mon ancêtre, je veux voir, vous avez tout à fait le droit d'aller voir ces vélins. Mais on vous demandera de mettre des gants, il y aura un horaire, il y aura des précautions, et effectivement, quand on les expose, après, elles ne sont pas exposées pendant plusieurs années. Alors la dernière, je crois que c'est celle-là, elle est au Louvre. Et c'est en étudiant, alors il y a cette citation que je lis toujours, c'est de Redouté, qui était assez content de lui. Et il dit, c'est en étudiant sans cesse dans la nature, dans la constance et la variété de ses formes et de ses couleurs, que je crois être parvenu à réussir sous le triple rapport de l'exactitude, la composition et le coloris, dont la réunion peut seule porter à la perfection l'iconographie végétale. Donc il était assez content de son talent, et c'est vrai qu'il était quand même très doué, et qu'il est vraiment le symbole de cet âge d'or de la peinture botanique qui commence avant la Révolution et qui se termine
à la fin des 30 premières années du 19e. Voilà. C'est quand même un petit peu difficile de conclure puisque la fête commence pour vous. Hein, et puis je dois d'abord dire merci à Marion Pradier, parce que si nous sommes là, c'est grâce à elle, hein, c'est grâce à notre rencontre entre André et vous-même, mais c'est aussi, je crois, aujourd'hui une exception. Pour moi, exception, parce que grand maître me l'a dit tout à l'heure, hein, exception, c'est que vous ayez cette tour Eiffel, Paris, l'impression aussi que cette exception d'avoir gardé hein, ici dans cet écrin de verdure la vigne, hein, et je crois que vous pouvez en être fiers hein, et de toujours pouvoir la garder. Donc mon premier mot, après mes remerciements, c'est quand même cette exception. Le deuxième mot, ce serait aventure. C'est une aventure, tous ces vélins, l'aventure d'un homme qui est Chaptal, on vous l'a dit, hein, tout le monde se souvient de la chaptalisation, comment on sucre le vin, etc. Ah, mais de se savoir que Chaptal avait senti hein, que la France pouvait être un grand pays du vin, quand on voit le vin, ce qu'il représente dans l'économie et dans les exportations agricoles notamment, hein, on voit tout ce travail qui a été fait, qui a été bien pressenti, hein, et à qui on peut remercier d'avoir dit qu'il faut aller au-delà de la piquette hein, et faire des vins de qualité, ce que vous essayez de faire sur ce cépage du chardonnay et d'autres. Donc aventure parce que elle était retrouvée, elle était ignorée. Alors que quelqu'un s'est dit, mais en années quoi, dans les 30, 40, il y a eu un article, et vous n'auriez pas, et finalement retrouver dans les 35 000 documents, livres de l'Académie, retrouver ces vélins, ça a été quand même une aventure, mais surtout, c'est de faire que à la fois cette aventure s'appuie sur le passé, la culture, notre culture commune, c'est aussi comment elle se poursuit, hein, cette exposition avec les vélins. C'est pareil, hein, avoir appris vélin, je ne le connaissais pas avant qu'on découvre tous ces documents, hein, j'ignorais. Un vélin, pour moi, oui, on entamait, mais vélin, je ne le connaissais pas. Mais voilà, merci hein, de cette aventure, et qui fait que de ville en ville, hein, elle est devenue itinérante, et pour dire que mon troisième terme après aventure, c'est coopération. Je remercie Guillaume Boudy, que j'ai connu par le passé, on s'est connu, il va dire brièvement, hein, mais pour moi c'est un excellent souvenir hein, de son passage comme directeur adjoint de cabinet, hein, et aussi cette coopération avec la confrérie, hein, qui est aujourd'hui représentée par vous, Frédéric Jonker. Merci de nous avoir déjà dit hein, ce qu'était cette histoire et comment, autour du vin, autour de la culture du vin, autour de... quand j'ai été nommé directeur départemental dans l'Aube, il y avait aussi de la vigne, c'était au moment, c'était après une crise dans le Champagne, parce que c'était la première année où ils avaient dénoncé l'accord interprofessionnel. Et en disant que, attention, le vin, c'est comme un parfum, c'est comme ce qui nous sublime, hein, c'est au-delà hein, de ce qui va nous désaltérer, c'est qu'il y a de la culture, il y a du terroir, il y a de la personnalisation, il y a du plaisir, et surtout de la convivialité. Alors, l'Académie qui a pris comme devise une passion connaître et une ambition transmettre, eh bien, cette culture de la vie, merci de la transmettre.